Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Campagne électorale 2020, quelles sont les règles? C'est ça donc le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Amari Traoré, il est le 5e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Dr Ibrahima Sango, il est le président de l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance, et Dr Alain Nyangali, il est enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et spécialiste du contentieux électoral. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, présentée par Ibrahima Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, M. Traoré, la campagne électorale est ouverte depuis le dimanche dernier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette ouverture-là est effective partout à travers le pays? Bonsoir aux auditeurs de Studio Tamani. Effectivement, la campagne a commencé hier sur toute l'étendue du territoire. Nous attendons le feedback de nos démembrements pour pouvoir vraiment juger de l'effectivité dans toutes les circonscriptions. Parce que la CENI a 6 membres dans chaque commune du Mali. Donc nous sommes 6 membres dans chaque commune du Mali qui suivent toutes les opérations électorales du début jusqu'à la fin. Alors, M. Sango, vous qui êtes quand même actif sur le terrain, est-ce que vous avez constaté, quel est votre avis justement par rapport à l'effectivité de la campagne électorale? Bon, merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous suivent. Nous pensons que la campagne est ouverte, a été ouverte depuis le dimanche et que les différents candidats, les partis politiques et puis les candidats indépendants sont en train de battre campagne. Seulement, il faut dire que la spécificité de la campagne électorale maintenant, c'est qu'il n'y a pas de distribution comme la loi l'interdit. Les gadgets, les t-shirts, les cycles, les casquettes sont interdits. Donc, ça veut dire qu'on peut penser que c'est une campagne morose, mais quand même la campagne a débuté. Les différents candidats sont sur le terrain, ils sont en train de vouloir convaincre les différents électeurs à vouloir aller voter pour eux. Alors, M. Nyangali, on parle déjà d'une campagne morose sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez constaté justement? Oui, merci M. Diallo. Je joins ma voix à celle de ma prédécesseur pour saluer les auditeurs de la radio Tamani. Effectivement, les campagnes sont ouvertes, mais que sur le terrain, le constat que l'on peut faire, c'est que les campagnes sont timides. Les campagnes sont timides compte tenu de la situation sécuritaire du pays, et plus spécifiquement au centre où des villages entiers ont été déplacés, sinon incendiés, où les populations sont au désarroi. Et donc, l'effectivité de la campagne, c'est vrai, les campagnes sont effectives, elles sont officiellement ouvertes, mais que sur le terrain, on constate une timidité. Alors, une timidité, c'est ça qui est constaté. Alors, M. Traoré, oui. Comment peut-on expliquer justement cette timidité? Est-ce qu'il est trop tôt de qualifier justement du déroulement de la campagne? Bon, ce n'est qu'un début, parce que nous sommes juste au 2e jour, alors qu'on a 21 jours de campagne, 3 semaines de campagne. Donc, ce n'est qu'un début. Comme l'a dit le professeur, ou bien c'est M. Sango, tout est-il que la loi a interdit les gadgets. En fait, ces gadgets-là étaient la partie visible de la campagne. C'est-à-dire qu'on arborait les t-shirts, tout ça, c'est interdit par la loi. Bon, il faut rappeler un consensus politique parce que lors du vote de la dernière loi en 2018, la classe politique s'est mise d'accord pour interdire vraiment ces gadgets qui accompagnent les tissus, les ustensiles de cuisine, les porte-clés, tout est interdit. Alors, M. Sango, la Sénat a mis l'accent sur un certain nombre de changements dans le processus. Nyangali a mis l'accent sur la situation sécuritaire. Alors, est-ce qu'on peut établir un lien justement entre la situation sécuritaire et cette timidité de la campagne électorale, comme vous le décrivez ici?
Bon, un lien, on peut faire un lien, toujours faire un lien. Mais ce qu'il faut préciser, c'est par rapport à la loi électorale. Parce que quand on voit la campagne électorale au Mali, c'est régi par les articles de l'article 70 jusqu'à l'article 78 de la loi électorale, qui spécifie comment on doit faire la campagne électorale. Ça veut dire qu'on a assisté, dès la publication du chronogramme électoral, du décret de convocation électorale déjà, à des pré-campagnes qui sont interdites d'ailleurs par la loi, parce que les articles qui spécifient la campagne électorale interdisent cela. Bon, avant, il y avait les t-shirts, les casquettes, le thé, le sucre qui circulaient, mais la loi électorale de 2018 a interdit cela. Donc c'est interdit. Mais ce n'est pas seulement le thé, le sucre. Même les députés qui sont présents à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui sont en train de battre campagne pour leur propre succession, ne doivent pas employer les moyens de l'État. Parce que ça aussi c'est interdit. Interdire les moyens de l'État d'une personne morale publique. On va revenir effectivement aux règles. Ok. Donc pour la électorale. campagne électorale, nous pensons que c'est des campagnes de proximité. C'est-à-dire que pour l'élection des députés, c'est un peu différent de l'élection du président de la République. C'est des campagnes de proximité. C'est-à-dire que c'est les enfants du terroir qui battent campagne dans leur cercle, dans leur localité. Donc, pour eux, il n'y aura pas beaucoup de... pour nous, à notre avis, il n'y aura pas beaucoup de problèmes par rapport à l'aspect sécuritaire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui quitte Bamako pour aller battre campagne à Koro, à Douaza ou à Bankas, mais c'est les ressortissants même de Bankas qui veulent être députés, qui sont en train de battre campagne dans leur localité. Ceux qui sont au niveau de ces zones-là, est-ce qu'ils sont dans une situation sécuritaire digne de ce nom? Même s'ils ne se déplacent pas, est-ce qu'au niveau de leurs zones respectives, ils sont dans des situations sécuritaires? Bon, ils sont là parce que quand on voit même la liste des candidatures qui ont été fournies pour être député, on pensait que le cercle allait faire moins de listes de candidatures. Mais partout, au centre ou bien au nord, il y a des listes de 5 listes au moins. Il y a au moins 5 listes. Ça veut dire que les ressortissants des différentes localités ont conscience des enjeux de ces élections législatives. Parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qu'il peut dire? On a reporté les élections 2 fois. Une première fois, on a reporté le mandat de 6 mois. Une deuxième fois, on a reporté le mandat de 11 mois. Par rapport à l'aspect sécuritaire, ça ne se calme pas. Donc il faut aller aux élections pour qu'on ait une Assemblée nationale légale et légitime. Alors, M. Nyangali, à entendre M. Sango, il n'y a pas de problème sécuritaire pour expliquer quand même cette morosité à l'heure de la campagne électorale. Alors que vous évoquez effectivement ce contexte sécuritaire. Oui, le contexte sécuritaire, il est patent, il n'est plus à démontrer. Surtout quand on parle du centre, la question sécuritaire est pratiquement, ça va de mal en pis. Et la situation se dégrade du jour au jour. Je suis d'accord avec lui quand mon aîné dit, par exemple, au terme de la loi numéro 2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale, qu'il y a des mesures qui ont été prises, sinon qu'il y a eu des avancées notoires dans cette loi électorale, mais c'est que au moment du déroulement des campagnes, on ne voit pas tout à fait les aspects sécuritaires, sinon les aspects juridiques qui sont prévus par cette loi-là pour encadrer en un mot la campagne électorale. Ce que l'on constate, c'est que aujourd'hui, les routes sont... Parce que la campagne, c'est le moment pour les candidats d'aller à la rencontre de leur base, sinon de leur électorat, en vue de leur proposer des projets. Et donc, dans la mesure où les voies sont minées, les routes sont minées, les déplacements sont presque interdits, donc la question sécuritaire peut impacter négativement sur le déroulement des campagnes électorales. Ça, c'est à coup sûr. Il y aura certainement des impacts négatifs sur le déroulement des campagnes compte tenu de la situation sécuritaire dans notre pays et plus précisément au centre du Mali. Alors on va laisser la CENI dire un mot alors, sur cette question qui divise quand même. Oui, ce qui est sur la situation sécuritaire va impacter, c'est sûr et certain, on ne va pas le nier. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y aura des élections dans beaucoup de ces cercles. Parce que pour la simple raison que les gens ont déposé des listes et puis, comme l'a dit M. Sango, c'est des candidats du terroir. Bon, le déplacement dans les campagnes, peut-être ça peut être un peu limité, mais en tous les cas, bon, les gens vont faire campagne comme ils peuvent. Sinon, la situation sécuritaire est là, c'est réel. Donc, alors, par rapport pour revenir effectivement au fond du sujet, par rapport à la campagne électorale, donc, qui sont les acteurs
Et ils doivent jouer quel rôle, justement? Bon, les acteurs, c'est en premier lieu les candidats. Et ensuite, les candidats, bien sûr, et leurs supporters, mais aussi l'administration qui organise et la CENI qui supervise, donc qui contrôle toute cette opération. Donc, pendant la campagne électorale, nous serons là pour voir dans quelle mesure est respectée la loi électorale, notamment l'article 73 de la nouvelle loi qui fait beaucoup d'interdictions. Et au niveau aussi, nous veillons aussi au niveau de l'enregistrement des messages de campagne tous les jours au Comité national d'égal accès aux médias d'État pour justement que, toujours dans l'application de cette loi-là, qu'il n'y ait pas de propos injurieux qui sont interdits par la loi et s'assurer aussi du timing parce qu'il y a un temps d'intervention pour chaque liste. Donc c'est un peu sérieux aussi parce que un parti qui est présent dans 3 cercles ne peut pas avoir le même temps qu'un parti qui est présent dans 10 cercles ou plus. Donc les temps aussi sont sérieux en fonction de ça. D'accord. M. Sango, M. le Président a mis l'accent sur les acteurs et leur rôle. Alors 2 jours après l'ouverture de la campagne, est-ce que les rôles sont en train d'être joués normalement? Bon, nous avons des inquiétudes par rapport à ce que les uns et les autres doivent faire par rapport à la campagne électorale. Parce que quand on voit les acteurs politiques et les candidats, par exemple les affichages les affiches des candidats, des partis politiques, souvent ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas les emplacements qui sont désignés par l'administration. Et quand on voit aussi ce que dit l'article 73, ce n'est pas seulement les télésucres, mais aussi les biens et moyens de l'État. Alors, si aujourd'hui... C'est l'article 73 de la loi électorale. De la loi électorale, qui dit que c'est interdit de faire la campagne électorale avec les t-shirts, les ustensiles de cuisine, le thé, le sucre et tout, mais qui dit aussi qu'il est interdit d'utiliser les biens ou moyens de l'État, d'une personne morale publique, institution, organisme public, au même fait est interdite dans la condition... donc toute campagne aussi est interdite dans les lieux de culte. Donc, ça, c'est les dispositions. Cette disposition n'est pas respectée. Ça, c'est les dispositions qui sont là, mais qui ne sont pas respectées. Et ils ne sont pas respectés, nous attendons, nous, que... Est-ce que vous avez des exemples par rapport au non-respect de cette disposition légale? Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les députés sortants ont tous remis les véhicules de l'Assemblée nationale au parking pour prendre leurs propres véhicules et aller battre campagne? Ça, c'est une question qu'on pose. Donc, nous sommes en train de suivre, parce que la campagne vient d'être ouverte, nous sommes en train de suivre. Ça aussi, ça fait partie de la loi électorale des interdits. Et dans ce cas, on a dit, les dispositions sont que le ministère chargé de l'administration territoriale, les autorités administratives, le gouverneur, les préfets et la CENI, bien sûr, doivent veiller à ce que la loi soit respectée. Et si la loi n'est pas respectée, il y a les dispositions de l'article 130 aussi qui parle de ceux qui doivent encourir ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui violent la loi. Donc on s'attend à ce que pendant cette campagne électorale, tous ceux qui vont violer la loi soient rappelés à l'ordre par le ministère de l'administration territoriale, par la CENI aussi, qui a un grand rôle à jouer, et qui ait des condamnations. Parce qu'on se rappelle quand la présidente de la Cour constitutionnelle proclamait la liste définitive des candidats aux élections législatives, elle a dit ça, elle dit que les gens ont commencé la campagne avant la campagne. Donc que la Cour va s'assumer. Mais il faut qu'on s'assume dans ce cas aussi pour que la campagne soit... D'accord, on va vous revenir. M. Nangali, M. Sango a mis l'accent sur certains manquements quand même de la loi, sur la loi électorale. Est-ce qu'on peut parler déjà, je rappelle que vous êtes spécialiste du contentieux électoral, est-ce qu'on peut parler déjà d'irrégularité par rapport au... Oui, les irrégularités en ce qui concerne le déroulement des campagnes. Et d'ailleurs, vous savez bien que le processus électoral, c'est en 3 temps. Il y a la période préélectorale, la période électorale proprement dite et la période post-électorale. Alors, donc maintenant, quand on essaye d'analyser, il peut y avoir des irrégularités qui soient commises au moment du déroulement des campagnes, mais c'est que, est-ce que la Cour constitutionnelle peut être saisie en cette période-là, en ce moment-là, au moment du déroulement des campagnes, et pour que ces irrégularités puissent vraiment cesser? C'est là la grande question. À mon avis, la Cour ne peut pas être saisie avant
le déroulement des opérations électorales, à condition que ça soit peut-être devant un autre juge, donc les juges... Est-ce que on sait qu'il y a d'autres organes administratifs chargés de régulation des scrutins. Tout à fait. Vous venez de dire qu'il n'est pas possible de saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut saisir ces instances administratives-là? Oui, les instances administratives notamment. Le cas s'est posé dans un pays de la sous-région, un pays ami et frère du Mali, où au moment du déroulement des campagnes, des candidats qui avaient à l'époque, il était autorisé de faire des affiches publicitaires. Donc un candidat qui avait affiché, qui avait apposé ses affiches sur des endroits bien indiqués. Et entre-temps, ce qu'il a constaté, c'est que d'autres candidats, donc ces candidats rivaux, qui sont allés lâcher, qui ont pratiquement arraché ces fiches, et finalement, il s'est présenté devant le juge civil, et le juge a condamné l'infraction pour dire que l'auteur de l'infraction doit être puni conformément aux lois de la République, notamment la loi sur les règles générales sur les élections dans ces pays-là. Et donc, pour dire que même si les candidats n'ont pas la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle en ce moment-là, ils peuvent quand même réunir les éléments de preuve au moment opportun, donc après le déroulement du scrutin, ils peuvent donc se présenter devant la Cour en disant que j'ai été victime de telle ou telle infraction ou j'ai été victime de telle irrégularité, donc qui ont été donc constatées par un constat d'un huissier, par exemple, qui peut aussi faire foi jusqu'à son inscription en faux. D'accord, on va vous revenir. Alors, M. Traoré, les observateurs ont mis l'accent sur certains manquements par rapport au processus. On sait que vous êtes d'une organisation qui contribue quand même à la régulation des scrutins. Alors, comment analyser, comment trouvez-vous cette situation de manquement à la loi électorale? Oui, le manquement qu'il a dit, c'est par rapport à l'affichage anarchique constaté. Alors que la loi dit bien que, en tout cas, chaque chef de circonscription, que c'est le gouverneur du district Bamako plus les préfets, et désigne des endroits spécifiques pour faire des affichages. Mais on se rend compte dans la pratique que les gens font des affiches vraiment de manière assez anarchique. Monsieur le Président, est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer par le fait qu'il n'y a pas un contrôle, un suivi, peut-être par rapport à l'application des textes? Oui, c'est possible que le suivi. Mais toute la difficulté est de cerner souvent qui a fait l'affiche. Bon, parce que, disons, il peut y avoir des cas où le concurrent peut arracher une affiche ici, aller afficher quelque part où c'est interdit pour faire condamner son concurrent. Donc, vraiment, c'est un problème très complexe. Il va falloir que la classe politique vraiment puisse avoir une position consensuelle par rapport aux affiches et qu'on essaie d'assainir ça. Sinon, le problème est réel. Alors, M. Sango, M. Nyangal parlait d'une situation de difficulté, notamment par rapport à la saisine même de juridiction, pour leur expliquer effectivement ces différents manquements-là. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme une limitation, une limite par rapport à nos textes? Bon, ce n'est pas une limite par rapport au texte, parce que quand on prend nos textes, la loi électorale, l'article 75 dit clairement que le ministre de l'administration territoriale, le ministère, c'est-à-dire c'est tous ces démembrements, les gouverneurs, les préfets, et puis la CENI sont chargés de veiller à ce que les mesures soient respectées. C'est-à-dire l'affichage, que ça soit respecté, qu'il n'y ait pas de don et libéralité, que les gens n'utilisent pas les biens au moins de l'État. Mais est-ce que vous estimez que le contrôle est là, est rigoureux? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit les textes ont bien clarifié le rôle des uns et des autres. C'est au ministère, à ce demandement et à la CENI de veiller à ce que la loi soit respectée. Ensuite, par rapport à ce que les gens peuvent encourir, il y a l'article 130 de la loi électorale qui le dit clairement. Les gens peuvent encourir de 1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Ceux qui ne respectent pas les dispositions dites pendant la campagne électorale. Donc il faut que les uns et les autres travaillent sur ça. Nous, en tant qu'observateurs, si on relève, on peut toujours relever. Et puis aujourd'hui, avec les médias, c'est facile de savoir qui respecte, qui ne respecte pas. Donc il ne faut pas qu'on soit dans l'impunité.
il ne faut pas qu'on soit dans l'impunité. S'il y a des cas où les gens ne respectent pas la loi électorale, qu'on puisse le dire et qu'en temps réel, on puisse corriger ces manquements. Alors, M. Niangali, quels doivent être effectivement les actes des candidats? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire effectivement au cours de la campagne électorale? Au cours de la campagne, il y a un certain nombre d'actes qui sont prohibés, qui sont interdits par la loi électorale. Mon aîné l'a souligné tout à l'heure en disant que les candidats ne doivent pas faire les affiches de façon désordonnée. C'est même interdit. J'allais dire, c'est même interdit. Au cours des précédentes élections, ce que nous avons aussi constaté au Mali, c'est que souvent, il y a les lieux de culte qui servent de base de campagne. Dans les mosquées, dans les églises. Et là, c'est vraiment formellement interdit de battre campagne dans les lieux de culte. Et ça, c'est un premier aspect des acquis, disons, de la loi 2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale. Le deuxième aspect qu'il faut noter, c'est qu'il y a l'interdiction totale des distributions des libéralités. Des libéralités, autrement dit, les dons, des sacs de riz, des sacs de sucre, et même des t-shirts qui sont interdits. Donc toutes ces distributions-là sont formellement interdites par la loi électorale. Mais le constat qui se dégage, c'est que cette loi électorale n'est pas respectée à 100%, autrement dit à la lettre. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux moyens de communication. À travers l'Internet, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui que les candidats sont en train de battre effectivement campagne à travers l'Internet. Les pages Facebook et autres. Et tout ça, avant même l'ouverture de la avant campagne même l'ouverture. électorale. Au Mali, ce que moi je regrette, c'est que la pré-campagne n'est pas totalement réglementée. Dans d'autres pays, par exemple, je prends le pays de ma formation, le pays qui m'a formé, donc j'ai nommé le Sénégal. Au Sénégal, 1 mois avant les élections, toutes les activités de l'État doivent être en berne. Autrement dit, l'utilisation des moyens de l'État, les véhicules, sinon même le personnel humain, les ressources humaines de l'État ne doivent pas être utilisées pour des fins de campagne. Mais contrairement à ce que nous remarquons ici au Mali, c'est que ces moyens sont utilisés et dénoncés même souvent devant la Cour constitutionnelle. Ça a été le cas de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en 2002. La Cour qui a bien constaté effectivement qu'il y a eu des irrégularités au moment des campagnes électorales, mais que ces irrégularités n'ont pas influé sur les résultats du scrutin. Et donc, elle a déduit qu'il y a eu ce qu'on appelle la théorie de l'influence déterminante, théorie en vertu de laquelle des irrégularités peuvent être constatées, ça et là, mais qu'elles n'ont pas influé sur les résultats des élections. Donc, elle refuse même de les annuler. Oui, mais par rapport à la question du contrôle de l'Internet, est-ce que c'est un problème propre à l'État du Mali? Est-ce que même ailleurs, il n'y a pas... Le cas du Sénégal, par exemple, est-ce que c'est régulé? Est-ce que l'Internet est sous contrôle? L'Internet est sous contrôle dans la mesure où, si on constate sur une page d'un candidat une affiche quelconque, et sa page doit être censurée jusqu'à la fin du processus électoral. C'est ce qui se passe au Sénégal. Et même en France, dans des pays, dans des démocraties avancées, l'Internet fait partie des moyens de communication les plus rapides, disons. Mais que ces canaux de communication sont sérieusement réglementés en la matière, mais ce n'est pas le cas du Mali, où on constate ça et là. Alors, M. Traoré, on revient à la question de la pré-campagne. Alors, même au niveau du Mali, selon certains observateurs, alors certains candidats auraient fait quand même des campagnes sur les réseaux sociaux avant l'ouverture de la campagne. Alors, ce domaine n'est pas régulé au Mali. Oui. Est-ce que ce n'est pas une limite aussi, une fois de plus, par rapport à nos textes? Bon, l'Internet, comme on le dit, c'est la nouvelle technologie. Le contour n'est pas bien précisé en ce qui concerne la campagne sur Internet. Donc, c'est vraiment difficile au niveau de la CENI de pouvoir vraiment contrôler l'Internet. Sinon, avec les affichages, on réagit. Je me rappelle qu'en 2018, avant l'ouverture officielle de la campagne, les gens avaient commencé à afficher déjà.
On a pris un huissier pour aller constater. Et avec ça, on a écrit directement au gouverneur du district Bamako et les affaires retirées. Donc, s'il y a des trucs comme ça, donc on réagit et parce que comme Sango l'a dit, c'est le ministère de l'Intérieur et la CENI, donc ils sont chargés de les faire respecter. Dès qu'on constate, on fait la situation à l'autorité administrative qui doit prendre des décisions. Alors avant de donner la parole à M. Sango, on va écouter effectivement la réaction de certains Bamakois par rapport justement à cette problématique du respect alors des règles par les candidats au cours de la campagne électorale. Les règles d'encadrement des élections au Mali ne sont vraiment pas respectées. Elles ne sont pas respectées du fait que l'État ne s'implique pas de façon suffisante pour pouvoir faire respecter ces règles, n'est-ce pas? Parce que ces règles dérivent des lois qui ont été adoptées par notre Assemblée. Donc en réalité, leur mise en application doit être une exigence de notre État. Bon, pour moi, les règles fondamentales, c'est que d'abord les candidats doivent respecter réellement la date de l'ouverture. Parce que très malheureusement, quand je me baladais un peu sur Facebook, je voyais déjà des candidats qui avaient envoyé leurs photos par alliance, ainsi de suite. Ce qui ne devait pas se faire. Pour pouvoir envoyer d'abord les photos, il faut attendre l'ouverture des campagnes, qui était, je pense, le 8 mars. Les candidats vont respecter les règles maintenant. Bon, moi-même, je suis très très content de cette législative-là. Bon, vraiment, je vais vous encourager pour qu'ils vont essayer de respecter les règles-là. Vraiment, c'est mon choix. Pourquoi tu les encourages à respecter les règles? Oui, bon, vraiment, nous sommes tous les Maliens. On va essayer de encourager les candidats et les candidates. Bon, en parlant des règles, comme d'habitude au Mali, en réalité, ici, le seul problème que nous avons ici au Mali, c'est de ne pas respecter les règles qu'on donne chaque fois, dans chaque chose. Donc, nous dire que ces règles-là qui ont été données aux candidats pour qu'ils puissent respecter ça pour la bonne tenue de la campagne, moi je ne pense pas que, sauf si ceux qui en réalité vont veiller au grain pour que ça soit mis en application, sinon je ne pense pas que ça serait respecté. Alors, M. Sango, la majorité des intervenants ont estimé qu'effectivement que les règles ne sont pas généralement respectées, notamment au niveau de la période de pré-campagne. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à avoir des solutions au cours de vos réflexions sur cette question de non-respect, notamment au niveau de la période de pré-campagne, pré-campagne effectivement? Bon, je dois dire d'abord que la pré-campagne est réglementée. Parce que quand vous prenez la loi électorale, les articles 70 à 78 parlent de la campagne électorale, comment ça doit se dérouler. Et l'article 73 insiste sur le fait que dès la convocation du collège électoral, tout le monde doit se conformer aux différents aspects de la campagne électorale. Donc elle est régulée, mais elle n'est pas respectée. Dès la convocation du collège électoral, ça veut dire qu'il y a des dispositions à prendre. On ne peut pas aller en pré-campagne. On ne peut pas aller en pré-campagne. Et on dit tout ce qu'on doit faire par rapport à la campagne, il faut attendre l'ouverture de la campagne électorale. Donc si vous faites des choses avant l'ouverture de la campagne électorale, vous devrez être sanctionné. Et qui doivent sanctionner? Il y a le ministère de l'administration territoriale, il y a la CENI, qui sont chargés de veiller au respect des mesures électorales. Est-ce que le ministère et la CENI veillent au respect? Bon, ça c'était un problème. L'autre, c'est par rapport aux médias. On sait qu'il y a des insuffisances dans la loi électorale par rapport aux médias au Mali, parce que les médias d'État seulement sont ciblés, ça veut dire que l'ORTEB les sort. Maintenant, les radios privées, les journaux privés et les réseaux sociaux échappent au contrôle. Et on sait aussi qu'avec les deux organes de régulation des médias au Mali, le Comité national de l'accès aux médias d'État qui s'occupe uniquement des médias d'État, et la HAC, la Haute Autorité de la Communication qui est là, mais qui n'a pas une même mise certaine sur les médias, parce que le bicéphalisme est toujours dans la régulation des médias, donc on ne peut pas réguler. Nonobstant cela, il y a des acteurs qui ont été désignés pour suivre, pour veiller. Et si on prend la loi électorale, l'article 130 dit qu'on doit condamner ceux qui font la pré-campagne. C'est-à-dire que s'ils violent les dispositions de la loi électorale, on doit les condamner. Il y a 1 an à 5 ans d'emprisonnement, 100 000 à 1 million de francs. Voilà, concrètement, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le suivi. C'est-à-dire qu'on a de très bonnes lois, mais l'application, le suivi, c'est ce qui pose problème.
Alors, M. Nyangali, vous êtes spécialiste du contentieux électoral. On revient sur la question du problème de sanctions. Les textes sont clairs, mais il n'y a pas de sanctions. Tout à fait. Et M. Diallo, si vous voyez qu'il y a contentieux électoral, c'est qu'il y a eu problème au niveau de l'application effective de la loi électorale. Sinon, quand on essaye de constater, nonobstant l'existence de cette loi, les prescriptions relatives au déroulement des campagnes électorales, on constate qu'il y a une violation systématique, souvent, une violation systématique de cette loi qui ne sont pas sanctionnées. Et le plus souvent, les contentieux naîtront à partir du fait que il y a eu une rupture d'égalité entre les candidats. Et la rupture d'égalité entre les candidats, par exemple, si les candidats n'ont pas eu le même temps, le même nombre de temps sur l'antenne, l'ORTM par exemple, pour battre campagne, ou encore les candidats n'ont pas eu les mêmes moyens, les mêmes accompagnements pour battre campagne, il est donc à coup sûr, il y aura des problèmes à l'arrivée. Donc ce sont ces problèmes-là qui vont se développer pour devenir des contentieux électoraux qui seront donc portés devant la Cour constitutionnelle. Et cette juridiction, à mon avis, elle doit appliquer non seulement tous les textes qui accompagnent la Constitution, j'ai nommé la loi électorale, la loi organique sur la Cour constitutionnelle et même le règlement intérieur. Toute violation de ces différents textes de loi doivent être systématiquement sanctionnée par la Cour. C'est ce qui n'est pas une réalité tout à fait pratique. Alors, Monsieur le Président, au-delà de ces limites matérielles, certains observateurs mettent l'accent sur d'autres manquements, des messages venant de certains candidats qui visent à décrédibiliser les adversaires politiques. Alors, est-ce que ce type d'actes sont permis? C'est des questions qui sont vraiment interdites. C'est-à-dire que tout ce qui est des propos diffamatoires, des propos injurieux, ça c'est interdit. Mais avant pour revenir un peu à ce que le professeur disait, effectivement, souvent on a l'impression que le temps imparti pour les différents messages, c'est-à-dire qu'on a l'impression que certains n'ont pas eu le temps. C'est ceux qui n'ont pas eu la possibilité. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que cette question même de timing est réglementée aussi? Non, le timing c'est réglementé. C'est réglementé par les textes. Le timing c'est réglementé, mais ce que je vais souligner, il y a beaucoup de ces fins, parce que nous, la CENI aussi est présente au Comité national des médias d'État. Ce matin, pas plus que ce matin, moi j'étais là-bas, et il y a eu beaucoup d'absents. Ils sont programmés. Maintenant, par exemple, à 9h15, si 15 minutes à ce ils ne sont pas là, c'est forclos, donc on passe à un autre. Il y a eu beaucoup d'absents. Alors que l'État a prévu ça, c'est des informations gratuites. Des informations gratuites sur l'ORTM, sur les médias d'État. Je me demande comment un candidat peut se passer de ça. Sinon, tout le monde a été programmé. Mais ce qui est sûr, le timing aussi, pour une question d'équité, est fait pratiquement en 3 étapes. C'est-à-dire que ceux qui ont de 1 à 6 listes, ils ont un certain temps, de 6 à 12 un certain temps, et plus, c'est-à-dire que ceux qui couvrent tout le territoire national ont un autre temps. C'est ce qui fait que... oui. D'accord. M. Sango, on vient de dire que ce timing-là est réglementé. Mais malgré cette réglementation, qu'est-ce qui explique sa contestation justement par certains candidats qui estiment qu'ils ont eu moins de temps de parole que d'autres? Bon, c'est tout le problème de la régulation des médias en République du Mali. Parce que normalement, le Comité national de l'accès aux médias d'État ne doit pas se contenter seulement des médias d'État, c'est-à-dire que le RTM, l'essor pour ces activités de campagne électorale. Normalement, c'est pourquoi d'ailleurs de plus en plus de réflexions ont eu cours pour que la HAC puisse remplacer le Comité national de l'accès aux médias d'État. Mais ça, il faut une réforme institutionnelle. Il faut que la Constitution soit relue pour que ça puisse marcher. Pour que les candidats ne se limitent pas seulement aux médias d'État, mais aussi
aux médias privés, comme Studio Tamani, comme Radio Clédou, etc., etc. Donc il y a des grands groupes qui sont là, qui peuvent relayer les informations. Parce qu'en réalité, quand vous prenez les médias d'État qui existent, c'est un problème aussi de communication. Le problème de communication s'invite dans les élections, parce que les médias d'État communiquent en français. Alors que quand vous prenez les statistiques en République du Mali, de 2015, c'est 17% de la population malienne qui est francophone. Donc les médias privés qui sont là, et les médias de proximité, les radios de proximité, servent beaucoup plus les candidats pour les législatives que les médias d'État comme l'ORTM et l'Essor. Mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que même par rapport aux réseaux sociaux dont on parle, les réseaux sociaux sont réglementés en République du Mali, parce qu'il y a la loi sur la cybercriminalité qui interdit les injures des candidats. Donc si vous prenez des sites comme Malibed, Malijet, si vous faites des injures, normalement vous devez être poursuivi. Sur Facebook, sur Twitter ou bien sur WhatsApp, quand vous faites des injures, vous devez être poursuivi. Donc la loi est là, mais il faut que les gens puissent faire valoir la loi. D'accord. Alors, M. Nyangali, je vais vous revenir, M. le Président. Alors, M. Sango a mis l'accent sur certaines limites quand même dans le cadre du fonctionnement du Comité national d'égal accès aux médias d'État. Oui. Alors, est-ce qu'il est envisageable de créer un comité spécifique pour les médias privés aussi, puisqu'ils ne sont pas quand même concernés par l'activité de ce comité? Certainement, c'est l'absence de cette réglementation qui pose problème. En 2002, lors de l'élection du président de la République, la Cour constitutionnelle avait été saisie en la matière et que la Cour a dit dans un arrêt que l'accès des candidats aux médias publics n'est pas une règle mathématique, pour dire que tel nombre de candidats a obtenu tel temps et que tel nombre de candidats devait obtenir tel temps. On peut dire qu'il y a un problème d'équité. Il y a un problème d'équité aussi entre les candidats. C'est la raison pour laquelle je disais que le plus souvent, les problèmes partent du fait qu'il y a une rupture d'égalité. Normalement, c'est une élection, vous devez donner l'égalité des chances à tous les candidats. Et si tous les candidats n'ont pas accès à, disons, si tous les candidats n'ont pas le même nombre de temps sur les antennes, cela pose problème. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la loi électorale même devait aller plus loin en disant que la réglementation en matière du temps d'antenne, de l'accès, disons, aux médias publics doit être sévèrement, sinon sérieusement réparti. Le temps doit être sérieusement réparti entre les candidats pour qu'il n'y ait pas de problème. Et même s'il y a un début de solution, parce que le comité de légal accès aux médias d'État, c'est une structure qui intervient surtout au moment du déroulement des campagnes, notamment la présentation de leurs messages de campagne, mais qu'il y a un fait qu'il faut déplorer, c'est que les candidats ne sont pas traités sur le même pied. D'accord. Oui. Alors, avant d'aborder l'aspect financier de la campagne, on va laisser M. le Président réagir justement par rapport à ce qui a été qualifié comme limite, oui, dans le cadre du fonctionnement qualifié comme limite du comité. Je rappelle que, en fait, le Comité national d'égal accès aux médias d'État est appelé à disparaître. Dès que le référendum va passer, parce que jusque-là, c'est pourquoi on a créé la HAC. Donc, maintenant, il y a ces bicéphalimes-là jusqu'à ce que la Constitution soit révisée. Donc, dès que ce sera révisé, c'est la HAC qui va prendre la situation en main. Et la HAC ne se limite pas aux médias d'État. Donc, ça va se limiter, ça va comprendre aussi les médias privés. Donc, je pense qu'après ça, il y aura un début de solution. Mais toujours au niveau de la HAC, je voudrais aussi souligner que pour les messages, on n'impose aucune langue. Celui qui vient, si tu veux utiliser tes 2 minutes, que ce soit en tamashek, en bambara ou en français, c'est toi qui as vraiment le choix. Donc, les langues nationales et le français. Et le français. Donc, on n'impose pas du tout de langue. C'est le candidat même qui parce que c'est lui qui connaît dans quelle langue s'adresser à ses électeurs. Alors, Monsieur le Président, je vais rester avec vous toujours pour aborder les questions financières de la campagne. Oui. On ne peut pas parler, on parle difficilement de la campagne sans les moyens financiers. Alors, on sait qu'il y a l'aide de l'État aux partis politiques. Est-ce que par rapport à la campagne électorale, il y a une contribution financière de la part de l'État pour les candidats? Non, pas à ma connaissance. Spécifiquement, non.
à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait d'appui de l'État pour les candidats. Bon, chacun fait la campagne avec ses propres moyens. Mais déjà, l'État s'occupe vraiment de la logistique, c'est-à-dire que le matériel électoral et tout ce qui est issu, donc ça, c'est à la charge de l'État. Les bulletins, les cartes d'électeurs, tout ça à la charge de l'État. Alors, je sens que certains observateurs justement mettent l'accent sur les dépenses de certains de ces candidats. Alors, certaines études partent même jusqu'à parler de 30 millions par candidat par rapport justement à la campagne électorale. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'aller vers une démocratie sensitive, une démocratie d'argent, si vous voulez? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des études par rapport à l'argent et la politique, que ce soit la campagne présidentielle et les campagnes de proximité législatives ou communales. C'est pourquoi d'ailleurs il y a eu cette révolution dans la loi électorale avec l'introduction de l'article 113 qui a dit que pour les élections, il est interdit de faire campagne avec les moyens financiers, l'argent, les t-shirts, les casquettes, les moyens de l'État, pour minimiser l'argent dans la campagne électorale. Donc les acteurs politiques se sont concentrés pour dire qu'une campagne coûte cher. Surtout si on doit aller saluer le chef du village, on donne une enveloppe, on salue l'imam, on donne une enveloppe, on organise des matchs de football, de basket, etc. On parle des t-shirts, des casquettes. C'est tout ça qui rentre dans la campagne qui fait que pour l'élection du député, on a dit ça va dans les 30 millions. Mais si on enlève tout cela là-dedans, les t-shirts, les casquettes, les sucres, les libéralités, c'est sûr que les frais vont diminuer. Mais comme c'est des élections de proximité, dans le quartier, dans le village, les candidats sont quand même obligés d'aller se présenter à différents niveaux. C'est des coûts de transport, de déplacement, mais ça n'atteindra pas, aujourd'hui, ça ne va pas atteindre ce que ça va atteindre hier. C'est-à-dire qu'on ne va plus dans les 30 millions, peut-être 5 millions, 10 millions. Mais cela est supporté par l'État malien, parce qu'il y a l'aide aux partis politiques. Chaque année, ils ont des milliards qui reçoivent, qui distribuent entre eux et qui doivent supporter les effets de la campagne électorale. Et aussi, même en dehors des campagnes, de la mobilisation des électeurs par rapport au vote, parce que le taux de participation s'invite beaucoup dans les élections. D'accord. Alors, M. Nyangari, on va vous laisser vous plonger sur cette question financière, cet aspect financier. Tout à fait. Alors, merci, M. Diallo. Je dirais qu'il y a une étude nationale sur le coût financier des campagnes électorales et des mandats électifs au Mali, que cette étude a été menée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Et donc, le constat qui ressort de cette étude, c'est de dire que, nonobstant les prescriptions de la loi électorale, on constate que les campagnes électorales sont de plus en plus coûteuses, et sinon même deviennent l'un des enjeux majeurs de l'élection. La question qu'il faudrait aussi se poser, c'est de savoir, est-ce que l'État, dans les circonscriptions, dans toutes les circonscriptions, parce qu'à la différence de l'élection du président de la République, où l'élection se déroule dans le cadre d'une circonscription unique pour l'élection du président de la République, alors que pour les élections législatives, il y a un morcellement du territoire national en plusieurs circonscriptions. Est-ce que l'État est en mesure aujourd'hui de couvrir, parce que c'est très important, est-ce que l'État est en mesure de couvrir toutes ces circonscriptions électorales en ressources humaines de qualité pour pouvoir contrôler l'effectivement de l'application de la loi électorale sur le terrain? D'accord, on va laisser M. le Président répondre par rapport à cette question des moyens, effectivement. Voilà. Est-ce que vous avez les moyens, effectivement? L'État a les moyens, justement. Les moyens au niveau de la CENI, ce sont nos démembrements. Je rappelle que la CENI a 6 membres dans toutes les communes. Ça, c'est d'un. Et au jour de l'élection, la CENI a un délégué dans tous les bureaux de vote, sans exception. Et on vient de terminer ces recrutements de délégués qui seront déployés dans tous les bureaux de vote. D'accord. Rapidement, 30 secondes. C'est un grand coup. D'accord, 30 secondes. Je vais juste revenir sur la question financière. En fait, les candidats ou les partis politiques, disons les partis politiques, ont des sources de financement
Il y a les financements privés qui proviennent donc des ressources propres des différents candidats ou de leurs partis politiques, mais aussi le financement public des partis politiques qui est une réalité au Mali. On ne peut pas nier cela. Les partis politiques sont accompagnés par l'État et chaque année, il y a ce qu'on appelle la question du financement public des partis politiques. Donc l'État met des moyens à la disposition des moyens colossaux des partis. Des moyens colossaux à la disposition Merci M. Nyangali, c'est ça qui met donc fin à cette émission qui portait sur les règles de la campagne électorale. Nous étions avec Amari Traoré, il est le 5e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dr Ibrahim Assango, il est le président de l'Observatoire pour les élections et de la bonne gouvernance. Et Dr Alain Nyangali, il est enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques et spécialiste du contentieux électoral. À la régie vidéo, il y avait Peting Diara, à la mise en onde Adjaratou Traoré, à la coordination Mohamedou Touré et à la présentation Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.